la mouche dans la cuisine, quand je suis là-bas au Maroc. Je ne sais pas pourquoi, parce que la mouche est un animal domestique, c'est incontestable. Oui. C'est pour... Seulement, les gens n'aiment pas les mouches. Mais moi, j'aime pas quand elles sont trop nombreuses, qu'elles tournent autour, que me montrent. Ah, ça, j'aime pas. Mais là, il y avait une petite mouche qui était tranquille. Et je la voyais tous les matins. Elle se promenait sur la toile cirée de la table. Elle venait sur mon doigt. Et moi, je la regardais. Elle marchait. Elle se frottait les mains. Et je me disais, mais à quoi elle pense? Enfin, je me suis lié à cette petite mouche. Voilà. Alors donc, bien sûr, j'adore les scarabées. Je trouve que c'est gentil comme tout. Enfin, parmi les mondes des insectes. Mais enfin, il y en a que je trouve très laids. Mais j'essaye de lutter contre cette répulsion, je dirais, anthropologique innée que nous avons par rapport à certains insectes, etc. Quelle place tiennent les animaux dans la complexité? Ils jouent un rôle ou non? Bah, écoute, ils sont d'abord, il faut dire que ce qui est très complexe dans la nature, ce sont les écosystèmes, parce qu'un écosystème, c'est une organisation spontanée qui se fait entre les relations aussi bien de conflits, de parasitisme, d'association entre les espèces animales, végétales, et le terrain géographique, le climat, etc. Donc, si tu veux, le monde vivant et à la limite la biosphère est une organisation complexe, autorégulée. D'ailleurs, on voit très bien que malgré toutes les déprédations que nous le faisons, toutes les destructions de biodiversité, elle continue à résister. Mais nous savons que finalement, on peut finalement l'assassiner. Mais sa capacité de résistance était tout à fait très grande. Ensuite, il y a ce phénomène qui est typiquement de complexité, qui est la créativité. Comment se fait-il qu'à un moment donné, les ailes aient poussé? Comment un ver de terre a pu... un ver a pu se transformer en libellule? Enfin, tu vois, que cette créativité s'est manifestée dans le monde humain. Or, tout ce qui est créatif, c'est complexe. C'est-à-dire que tu ne peux pas le prédire à l'avance. Tu ne peux pas savoir à l'avance ce que sera le Requiem de Mozart et la 9e symphonie de Beethoven. Une fois que ça existe, nous constatons que... Alors, l'aile est sortie chez les insectes, l'aile est sortie chez les reptiles, c'est devenu les oiseaux, l'aile est sortie chez les mammifères, c'est devenu les chauves-souris. Nous voyons qu'il y a une poussée d'invention tout à fait fabuleuse. Je pense, si tu veux, que la créativité de la nature, de la vie, oui, est encore beaucoup plus grande que notre créativité humaine. Parce que nous, bon, on a créé des robots, on a créé des missiles, on a créé des avions supersoniques, on a créé beaucoup de choses. Mais on a été encore incapable de créer une bactérie. On est en train, si je veux. Mais alors, créer un être qui a un cerveau, qui a un foie, qui a des reins, qui a un estomac, cette machine formidable qui est en chacun de nous, je mange, je salive, la salive commence à m'aider, j'ai du sucre digestif, tout ce travail absolument inconscient, mais il n'y a pas une seule machine aux États-Unis ou dans la Ruhr qui soit aussi raffinée, complexe que ce qu'il y a en nous, et à la fin, nous rejetons nos déchets après un voyage dans les intestins. Tout ce processus absolument fabuleux, incroyable, de transformation, d'assimilation, et qui a en plus besoin de ma respiration pour que l'oxygène aille dans mes cellules et les détoxifie. Enfin, tout le cœur qui doit battre. Enfin, toute cette machine où tout est synchronisé, c'est absolument incroyable. Donc nous n'avons jamais, nous, encore, bien que la société humaine soit tellement complexe, inventé une telle complexité. Donc, si tu veux, c'est un univers. Moi, j'ai écrit un livre, pour moi, c'est un de mes meilleurs livres, qui s'appelle « La vie de la vie », qui est justement une réflexion sur la vie, parce que les biologistes, ils étudient séparément les uns les gènes, les autres les cellules, les autres le comportement, les autres la physiologie, et finalement, ils ne réfléchissent pas sur la vie. Ou bien, quand ils ont voulu réfléchir, c'était quand même deux auteurs assez géniaux, qui étaient
Jacques Monod et François Jacob, et ben Monod, il voyait bien qu'il y avait seulement, il a mis tout ça sur le compte du hasard. Et c'est vrai que le hasard existe, que c'est souvent la créativité est une réponse à un défi, des événements. Il est vrai qu'à un moment donné, quand les mers se sont retirées, il y a certains animaux marins qui ont dû s'adapter à la terre et devenir amphibies, etc. Mais le hasard n'est pas... Les biologistes ont peur de parler de cette créativité permanente dont parlait Spinoza, parce qu'ils ont peur du créationnisme. Or, moi, je dis, c'est le contraire du créationnisme, parce que le créationnisme, il y a un esprit intelligent à créer tout ça comme un architecte. Bon, c'est assez difficile à comprendre. Mais si tu dis, il y a cette force créative qui joue dans la vie avec cette organisation qui se complexifie, tu dis, bon, tu éloignes le Dieu créateur. Ce qu'a fait Spinoza. Quant à François Jacob, lui, il a eu l'intuition, il a dit, il y a du bricolage. La vie est une bricoleuse. Et c'est vrai, elle bricole, mais bricoler, c'est inventer. Voilà. Et puis inventer les ailes, chez un être rampant, une chenille, c'est quand même du boulot. Tout à fait, tout à fait. Et tu n'es pas né avec la complexité. Donc la complexité est venue dans ton processus personnel à un moment. Comment est venue la complexité? Comment tu as formé ce projet? Qu'est-ce que la complexité? Alors, tout d'abord, je veux dire que c'est par étapes que m'est venu ce problème de la complexité. Il faut que je vais aller très rapidement. Tout d'abord, il faut dire que, comme je n'ai aucune culture héritée par mes parents, ils ne m'ont inculqué aucune vérité, quelle qu'elle soit, bien sûr pas religieuse, mais aucune vérité, aucune norme. Et que j'ai vécu, dans le fond, orphelin de mère, dans le fond, hostile à ma famille, et même c'est un père trop soucieux de moi, mais auquel je voulais échapper. Donc, si tu veux, je me suis fait ma culture moi-même. Et cet événement qui était la mort de ma mère à 10 ans a déterminé deux choses. D'un côté, un sentiment d'absurde, de nihilisme, de doute, de tout, et ce qui a nourri un scepticisme qui ne m'a jamais quitté. D'un autre côté, un besoin d'amour, de communion, parce que j'étais enfant unique en plus, j'étais comme ça. Et c'est ça qui m'a poussé aussi à avoir une vie amoureuse très, très, très forte, et qui m'a poussé aussi à chercher la communauté. Alors, donc j'avais ces deux pulsions contraires. Je cherchais une foi, et d'un côté, je doutais. Et la lutte entre la foi et le désir et le doute, c'est mes premières lectures qui m'ont marqué, c'est d'un côté Anatole France, qui est un écrivain du doute, et de l'autre côté Dostoïevski, qui est un écrivain de la foi. Alors, en plus, il faut dire que mon adolescence se passe à Paris dans une période qui précède la guerre, période d'angoisse, où il y a les grands procès staliniens, où il y a la montée de la puissance hitlérienne et le danger hitlérien, où il y a la crise de la démocratie, où il y a la crise économique des années 39, où les esprits s'interrogent. Et moi, je trouve tout ça intéressant. Quand on me dit qu'il faut faire la révolution, je dis oui, c'est vrai. Et quand on dit ah non, il ne faut pas faire la révolution, c'est trop dangereux, il vaut mieux faire des réformes progressives. Je dis oui, c'est vrai. C'est-à-dire que j'étais très disposé à voir les vérités des opinions contraires. Et finalement, moi, je crois qu'une des idées clés de la complexité que j'ai développée en lisant Hegel, le philosophe, plus tard, c'est qu'il faut accepter d'unir en soi deux vérités contraires. Et même Pascal m'a dit, le contraire d'une grande vérité, c'est pas une grande erreur, c'est une autre grande vérité. Donc, si tu veux, c'était un chemin. Et en même temps, je cherchais ma voie. Quand je suis allé à l'université, je n'avais pas l'idée de chercher un métier. Je voulais savoir ce que c'est que l'humanité. J'ai fait la philosophie, j'ai fait la sociologie, j'ai fait les sciences politiques, j'ai fait le droit parce qu'il y avait l'économie, j'ai fait l'histoire, science merveilleuse. Et comme j'avais cette culture, plus une culture littéraire, quand j'ai commencé à faire mon livre « L'homme et la mort », grâce à cette culture et grâce à une année passée à la Bibliothèque nationale, à découvrir beaucoup d'auteurs qui m'ont nourri, j'ai compris que faire ce travail, c'était relier des connaissances qui étaient toutes séparées et toutes dispersées.
Et j'ai eu une deuxième idée, qu'est-ce que c'est la complexité? C'est la capacité de relier, d'autant plus nécessaire que tout est séparé et compartimenté aujourd'hui. HB a défini la complexité en disant c'est le degré de variété d'un système. C'est-à-dire, plus un système comporte des éléments variés, plus il est complexe. Par exemple, comme je t'ai dit, moi-même, je suis un système vivant, mais j'ai un foie, j'ai un cœur, j'ai une rate, j'ai de la peau, j'ai une grande variété. Et c'est l'unité dans la variété dans l'unité, qui est la complexité. Si tu as un élément simple, tu comprends? Déjà, même la molécule d'eau est complexe. Pourquoi? Parce que 2 atomes d'hydrogène plus 1 d'oxygène créent un ensemble qui a des qualités que n'ont ni l'oxygène ni l'hydrogène, et qui est les qualités de l'eau. Donc, on voit très bien que la complexité naît à travers des qualités nouvelles que créent les organisations. Donc, tout ceci, c'est au cours de l'intégration, moi, des idées de la rétroaction de Wiener, c'est-à-dire d'une causalité qui n'est plus linéaire, mais qui est en boucle. C'est l'introduction de beaucoup d'idées, comme l'idée d'auto-organisation, l'idée d'auto-éco-organisation. C'est-à-dire, pour s'auto-organiser, il faut se nourrir dans l'environnement. Enfin, toutes ces idées qui ont fermenté en moi et qui m'ont donné l'idée de faire cette série de livres qui s'appelle La méthode, qui était la méthode pour chercher une pensée complexe, comment à former une connaissance complexe et une pensée complexe. Donc cette recherche, je l'ai faite. Anti-cartésienne, bien que tu reprennes le terme de méthode. Bah, c'est-à-dire que... Et elle est hegelienne, puisque les contraires doivent être... C'est l'Aufheben chez Hegel. Ben oui, les contraires, c'est ça. Tout à fait. Alors je peux y aller là? Oui, bien sûr. Non, ce qui est certain, c'est que Descartes disait une méthode pour bien guider sa raison dans les sciences. Et moi, je pense que c'est la même chose, c'est pour bien guider sa raison, pas seulement dans les sciences, mais dans les connaissances. Ça, c'est incertain. Mais lui, donc, ses principes étaient de séparer les choses, mais je pense que je suis d'accord pour séparer à condition de relier, c'est-à-dire que le stade de l'analyse précède celui de la synthèse, mais n'élimine pas celui de la synthèse, ce qui est le cas aujourd'hui. Et que la synthèse ne soit pas un truc global, creux, mais soit quelqu'un de fondé sur la relation entre les parties et le tout. Donc, si tu veux, la méthode était la recherche, non pas d'une synthèse, mais d'un principe, dans le fond, finalement, ce que j'appelais un paradigme, c'est-à-dire un principe pour connaître et pour penser, qui est fondé ni sur la disjonction, c'est-à-dire la séparation, ni sur la réduction, c'est-à-dire de réduire un tout complexe à ses éléments simples, mais sur la distinction, parce qu'il faut distinguer, donc c'est la part de séparation qu'il faut quand même, et sur la reliance, la relation, voilà. Donc il faut relier et distinguer, et non plus séparer et réduire. C'est finalement la clé. Or, comme on n'apprend jamais ça, ni à l'école, ni à l'université, les esprits sont formés, sont formatés sur une pensée anticomplexe, et à mon avis, ça conduit à des aveuglements, à des erreurs, à des illusions que nous subissons de plus en plus gravement aujourd'hui. Voilà.